Chers amis, auditrices et auditeurs de notre conférence débat, j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir avec vous et pour vous à la fois le pasteur Louis Pernaut. Bonjour. Bonjour Louis. Monsieur Jean-Pierre Jouyet. Bonjour. Bonjour, diplomate, politique, nous allons y revenir dans quelques instants. Nous avons décidé ensemble, dans un dialogue extrêmement ouvert et amical, nous sommes en voix off, on peut dire, de prendre le sujet combien d'actualité, et difficile d'ailleurs, l'influence géostratégique de la France et de l'Europe dans le contexte actuel de la guerre à nos portes, à leurs portes de l'Europe et de la France et du monde entier finalement. Chers amis, permettez-moi simplement, cher Louis, avant de prendre cette première question, qui me paraît en effet extrêmement importante, que nous avons déjà préparée ensemble, l'Europe et la France, la géopolitique, nous prendrons la question, en font-elles assez ou trop pour l'Ukraine? Permettez-moi simplement de dire en exergue, je ne sais pas si nous pourrons prendre cette question-là, mais elle est forcément en amont et en profondeur. À côté des questions politiques et stratégiques, la guerre en Ukraine soulève, me semble-t-il, bien des interrogations philosophiques sur le mal, le tragique de l'histoire, la souffrance humaine et le silence de Dieu. Nous prendrons peut-être cette question-là, nous aurons d'autres moments peut-être pour le faire, mais toujours est-il, moi je tiens à vous remercier infiniment et je pense que nous trois, nous avons quelque part, comme le dit rappelé Emmanuel Lévinas, que nous sommes tous appelés à être non seulement des ambassadeurs, mais des prophètes, il paraît qu'il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui, on n'en sait rien finalement, des prophètes de la paix. Comme dans la tradition biblique, et donc la tradition finalement, les prophètes dans l'histoire même politique et géopolitique, c'est ceux qui ont aussi dénoncé le mal pour vraiment aujourd'hui rappeler la vocation de tous, quelle que soit notre culture, notre sensibilité religieuse ou pas, de pouvoir nous rappeler que le bien originel nous précède et que nous ne sommes pas des rousseauistes, le bien, il n'y a pas, mais que le bien est plus fort que le mal, à condition que nous sachions aussi nous mettre à l'écoute de ce qui est au plus intime de nous-mêmes. Donc, chers amis, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que j'ouvre ce soir notre débat en remerciant tous nos auditeurs et auditrices d'être là et de prendre donc cette première question que je vous pose. Je vous laisse chacun de voir si c'est Jean-Pierre ou Louis qui interviendra. Vous êtes tous deux, je dirais, très engagés depuis des années, à la fois dans votre mission de pasteur, toi Louis, pasteur de l'Église réformée, de l'Église protestante unie de l'Étoile, pardon. Tu es aumônier protestant de l'École polytechnique à Palaiseau, chargé de cours à l'Institut protestant de théologie, même si tu ne l'es plus, mais je pense que tu as de manière toujours aux autres. Voilà. Jean-Pierre Jouyet, j'ai besoin aussi de le nommer, inspecteur général des finances, administrateur de la société d'assurance Covea aujourd'hui, senior advisor du cabinet de conseil Lision, ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien directeur du Trésor, ancien ambassadeur de France en Grande-Bretagne, mais qui est loin d'être un ancien pour la géopolitique et, je dirais, pour la paix et les réflexions en amont. Donc, merci à l'un et l'autre. Nous prenons donc cette question. La géopolitique de l'Europe et de la France en faut-elle assez ou trop pour l'Alliance? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Merci à l'un et l'autre de tout cœur. Merci. Comme monsieur le pasteur a son vrai nom, alors que moi j'ai le nom de mon épouse sur la plaquette, je vais laisser monsieur le pasteur véritablement introduire. Et alors, ça peut être sage parce que moi, je suis théologien, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet, si ce n'est une chose, et après, je pense que Jean-Pierre Jouyet pourra dire des choses beaucoup plus sensées. Si on demande à un théologien qu'est-ce qu'on devrait faire politiquement, je pense que la question n'est pas forcément bien posée parce qu'on sait que lorsqu'on donne le pouvoir politique aux hommes d'église, en général, c'est pas une très bonne chose. C'est-à-dire que les théocraties ou les exemples de théocratie qu'on a eu dans le monde, en général, ont été plutôt catastrophiques. Et je ne parle pas que de l'islam ou du catholicisme, mais en particulier, on sait que la jeunesse de
la Genève, de Calvin au XVIe siècle n'était pas un endroit tout à fait admirable. Et donc, c'est toujours très dangereux de demander aux hommes d'Église ce qu'ils pensent de décisions politiques. Et je peux vous dire pourquoi, en fait. Parce que moi, en tant que théologien, je suis là pour dire des idéaux, pour dire des grandes lignes, si vous voulez, pour rappeler les valeurs essentielles que sont effectivement la fraternité, en l'occurrence, que sont le soutien, le sens du service, de l'amour, de la paix, de la joie et toutes ces choses-là. Or, toute décision politique n'est jamais idéale. C'est-à-dire qu'une décision politique consiste toujours à essayer d'envisager le moindre mal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'est-ce qui va essayer d'optimiser pour la population, faire en sorte que la situation soit la moins mauvaise possible. Mais en fait, il n'y a jamais le bien d'un côté et le mal de l'autre. Et ça, c'est ma conviction absolue, c'est que le bien et le mal sont très profondément intriqués dans la vie réelle, et dans le monde politique aussi. Et par conséquent, je suis très heureux qu'à moi, on me demande pas de décider, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je rappelle les idéaux, mais je n'ai pas à prendre la décision de sacrifier un bien pour un moindre mal ou d'être obligé de décider un mal pour essayer d'optimiser le bien. Alors, par conséquent, est-ce que la France en fait suffisamment ou pas assez par rapport à la guerre en Ukraine? Je ne peux pas répondre personnellement parce que je n'ai pas, moi, les éléments en main et je pense que Jean-Pierre Jouyet en sait beaucoup plus que moi. Tout ce que je peux dire, c'est que évidemment que la guerre est un mal. Je pense que ça, c'est à peu près évident. C'est générateur de beaucoup de souffrance, mais en même temps, le problème d'une guerre, je dirais, c'est qu'on ne sait jamais comment ça tourne. Et là, c'est tous ceux qui ont expérimenté ça ils savent qu'on peut toujours commencer une guerre, maintenant savoir comment elle va finir, ça on n'en sait rien. Et que par conséquent, pour ce qui est de la France, je crois que la précaution avec laquelle la France agit dans cette circonstance, pour moi, peut se comprendre parce que oui, évidemment, logiquement, il y a un pays à défendre. Logiquement, l'Ukraine est agressée. Je pense que ça, c'est difficile de dire autrement. On peut se dire que on peut savoir qu'il y a du tort un peu de partout, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a là clairement une agression, il y a clairement un peuple qui souffre, et donc on pourrait dire, il serait normal que la France intervienne fermement et brutalement pour lutter contre cette injustice. Mais en même temps, est-ce qu'en faisant ça, on risque pas un mal encore plus grave? Pour parler comme des gens qui sans beaucoup de culture, et je dirais, est-ce que si on fait ça et que tout à coup Poutine envoie une bombe atomique sur l'ensemble de l'Europe, est-ce qu'on aura gagné dans le système? Ça n'est pas certain. C'est-à-dire, quel est le meilleur moyen d'éviter le mal, et est-ce qu'en voulant éviter le mal, on risque pas d'en créer un encore plus grand? Donc je crois qu'aujourd'hui, la France et l'Europe et l'OTAN en général essayent de sous-peser qu'est-ce qui peut faire du bien sans risquer de faire un mal beaucoup plus grave encore que le mal qu'on veut éviter. Et là, il y a des calculs géopolitiques que je suis incapable d'avoir. Et donc, je ne peux que faire confiance, je dirais, à ceux qui en savent beaucoup plus que moi. Et donc, voilà, autrement dit, je vous ai expliqué très longuement, pourquoi je ne sais pas répondre à cette question et pourquoi je prétends que je n'ai absolument aucun élément pour pouvoir le faire. Moi, je remercie Monsieur le pasteur parce que quand même, il a bien répondu et souligné un élément qui est extrêmement important et qui fait le lien avec l'introduction qui a été faite par Thierry, c'est que pour la première fois, nous connaissons aux portes de l'Europe vraiment ce qu'est le mal et ce qu'est la souffrance par la guerre. Et c'est la première fois qu'aux portes de l'Europe, vraiment, en Europe, sur l'Europe continentale, nous connaissons cela depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même le souligner. Ouais. Et donc, il y a un mal qui est très profond et qui reste enraciné pour nous parce qu'il y a une agression, une invasion d'un pays armé. On l'a revu dans la plupart des villes ukrainiennes, des atteintes à l'humanité et aux civils, et il y aura là aussi des actions qui seront entreprises contre les crimes de guerre qui sont commis. Maintenant, sur le fond, ce que je veux dire,
c'est que dans ce domaine, la France et l'Europe ont réagi assez vite. Et il ne faut pas oublier que avec nos partenaires européens, nous équipons également militairement l'Ukraine et nous fournissons, plusieurs pays d'Europe fournissent des armes aujourd'hui à l'Ukraine. Troisièmement, c'est sans doute la première fois, moi je ne l'avais jamais vu au niveau européen, qu'on a vu une commission européenne qui intervienne là aussi dans des achats d'équipements militaires mutualisés au niveau européen pour que l'Ukraine se défende, ce que fait actuellement l'Ukraine. Bien, alors on dira c'est pas suffisant, il faut intervenir militairement, mais là je rejoins le pasteur. On ne sait pas où seront les lignes rouges. Et je ne pense pas que la plupart des citoyens européens soient pour aujourd'hui une intervention militaire directe de troupes en Ukraine. Et après, quelles seraient les conséquences chimiques ou nucléaires de tout cela, comme cela a été dit par monsieur le pasteur, c'est parfaitement vrai. On créerait peut-être le pire par rapport au mal que l'on connaît. Avons-nous fait des erreurs? Oui, nous avons fait des erreurs, mais nous ne sommes pas les seuls. Je veux dire, les États-Unis qui nous ont précédés dans tout cela et qui ont dénoncé ce qui s'était passé, ont laissé aussi pendant des années Poutine et la Russie se développer des armes chimiques également dans d'autres pays. Je me rappelle, compte tenu de carrière que j'ai pu avoir, que lorsque nous étions prêts à intervenir en Syrie pour éviter justement l'utilisation d'armes chimiques, on n'avait pas trouvé à côté de nous l'allié américain suffisamment fort. Donc, je souhaitais également le souligner. 2, je crois qu'il y a une erreur collective qui a été faite au niveau européen, c'est qu'on a, à part quelques-uns, très rares, pas vu que l'on était revenu à un régime et un homme particulièrement tyrannique et que nous avions à faire face à un tyran. Et ça c'est clair que nous n'avons pas suffisamment pris en compte et au niveau européen et au niveau français. Au niveau français, parce qu'on a toujours considéré que nous avions des relations qui pouvaient être spécifiques avec la Russie et que la Russie considérait la France comme pas tout à fait comme les autres pays occidentaux. Mais enfin, nous avons commis cette faute-là. Maintenant, le problème est que comme on le voit aujourd'hui, ce conflit, cette invasion risque de durer longtemps, comme on le voit. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de structurel et qui va quand même toucher nos valeurs en Europe, l'unité du pays et du continent, et faire en sorte que ce qui était une Europe où les questions, j'allais dire, de territoire étaient beaucoup moins importantes depuis que l'Union européenne a été mise en œuvre, que ces questions de territoire et de proximité avec les voisins de l'Europe vont redevenir extrêmement importants. Il est certain que ce qui se passe
de par l'invasion russe, a par exemple des effets considérables sur l'Europe centrale et bien sûr sur les Balkans, qui étaient également candidats à l'Union européenne. Alors, on peut reprendre ce qu'a dit Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et dire que l'on peut en faire davantage en faisant adhérer l'Ukraine à l'Europe et en l'intégrant. Il faut voir aussi qu'il y a d'autres pays qui attendent depuis longtemps, et malheureusement, pour connaître les procédures européennes, je dois dire que celles-ci, une fois qu'on a admis le principe, sont assez longues à mettre en œuvre. Voilà Dernier point, ce que je voulais dire, c'est que en termes de défense, donc, là aussi, on a réussi à mieux s'articuler au niveau européen, que ce qui se passe a permis quand même de développer une vision plus commune de l'Europe de la défense sans qu'il y ait d'antagonisme avec l'OTAN. Or, jusqu'à présent, vous aviez toujours, c'était toujours blanc ou noir, c'est-à-dire c'était l'OTAN ou l'Europe de la défense. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les deux peuvent être complémentaires et qu'il y a beaucoup moins de critiques que ce qui était fait auparavant. Merci Jean-Pierre et Louis. Oui. Merci d'avoir apporté ce dernier point. Je reviendrai sur le premier, je suis d'accord avec vous, sur la possibilité d'intégrer ou d'accélérer une Union européenne de la défense. Encore, comme tu l'as bien souligné, connaissant bien la géopolitique des pays de l'Europe de l'Est, beaucoup aujourd'hui sont quand même très attachés au parapluie de l'OTAN et américain. Oui. Par rapport à leur histoire et autres. Et que ça, c'est pas très simple à négocier et autres. Et mais je pense que merci d'apporter des réflexions qui montrent qu'il y a quand même des ouvertures, qu'il y a un processus qui s'engage. D'autant qu'il y a quand même aussi un processus qui était un peu inimaginable. Là, M. Poutine nous a rendu énormément sa vie, de renforcer l'union de l'Europe. D'une manière ou d'une autre, alors qu'on pensait qu'elle était extrêmement fragile et tout pouvait éclater, partir en morceaux. En tout cas, pour l'instant, même si on n'est pas au bout des peines et autres, parce que la réalité économique des uns et des autres par rapport aux énergies, etc., ne sont pas du tout au même point. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, là, en tout cas, au moins dans le temps, une gestion du temps pas tout à fait la même pour l'Allemagne que pour la France par rapport aux énergies et autres, etc. J'aurais deux questions, si je peux, Thierry, pour Jean-Pierre Jouyet. D'abord, vous avez parlé de Poutine comme un tyran. Dans votre rôle de diplomate, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des relations diplomatiques avec Vladimir Poutine, ou est-ce qu'il est absolument impossible de discuter avec lui de quoi que ce soit? Non, je crois, vous l'avez dit, en ce qui concerne l'intervention de l'Église dans les pouvoirs, tout n'est pas parfait et vous devez discuter et continuer à avoir des relations pour essayer de le convaincre, pour montrer, parce que là aussi, pour être clair avec vous, on voit bien qu'il est aussi plus enlisé qu'il ne le croyait dans cette invasion de l'Ukraine. On sait que c'était quelque chose qui allait se faire pendant quelques jours avec les provinces de Géorgie. On s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, et que sur l'ensemble du territoire ukrainien sera extrêmement dur. Bon, c'est le premier point. Donc après, pour éviter le mal absolu et éviter qu'on franchisse trop de lignes rouges, je crois quand même qu'il faut également essayer de parler quand même. Et on voit bien que les autorités ukrainiennes elles-mêmes aident. On voit bien que les autorités turques, qui, on ne peut pas le dire, ces dernières années, fait preuve de beaucoup de solidarité, mais qui là
montrent quand même qu'elles essayent aussi de trouver des axes qui permettent une cessation de cette invasion. Donc, il y a moyen de parler avec Vladimir Poutine, c'est ça que vous voulez dire. La diplomatie a encore un rôle à jouer, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais c'est beaucoup moins, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est beaucoup moins facile qu'on le pensait. On a toujours pensé que l'on pouvait régler par la diplomatie et empêcher qu'ils franchissent trop de lignes interdites, et quand même par la diplomatie, nous n'y sommes pas arrivés. Et là, il faut quand même le constater, le dire, puisque nous sommes également en off, donc nous n'y sommes pas arrivés. Donc, et vous avez également des responsables politiques et autres qui sont pour qu'il y ait des relations beaucoup plus dures et qu'on soit plus offensif, notamment en termes de sanctions. Ça a été redit aussi, mais enfin, là également, sur les sanctions, il nous reste quand même un certain nombre de prérogatives à mettre en œuvre, notamment sur le côté énergétique, mais avec les conséquences que l'on connaît sur la vie des citoyens européens, et on a vu aussi, y compris en France, comment la plupart réagissaient. Oui. Ensuite, ma deuxième question, c'est la propagande russe. Finalement, dit que c'est les États-Unis qui se sont toujours comportés comme des voyous dans le droit international, en agissant en Afghanistan, en Syrie, sans forcément de droit, en s'imposant partout. Est-ce que c'est de la propagande totalement mensongère, ou est-ce qu'il y a une part de vrai là-dedans? Voilà. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, est-ce que effectivement toutes ces accusations de la Russie à l'égard des États-Unis en particulier, parce que si on écoute la propagande russe, ils disent que en fait c'est tout cela, c'est de la faute des Américains. C'est pas vrai, mais est-ce que c'est en partie vrai ou pas du tout? Non, mais je veux dire que de ce point de vue-là, Russes et Américains dans le passé se sont comportés, je veux dire, de manière un peu identique, notamment en ce qui concerne l'Afghanistan. Non, mais en ce qui concerne oui, c'est important ça. Ouais. L'Afghanistan, c'est quand même important. Je veux dire, au départ, c'est quand même l'Union soviétique qui est allée là, donc l'armée russe. Après, il y a eu les Américains, bien évidemment. Quant à la Syrie, les Américains y sont allés, mais enfin, ils n'y sont pas restés, peut-être pas suffisamment, et les Russes les ont largement remplacés. Troisièmement, puisqu'on est ensemble, ce qui est vrai, c'est que les Russes, vraiment, il y a un malentendu, plus qu'un malentendu, il y a vraiment une très grande opposition sur ce qu'est l'application des accords de 1990 lorsque l'Union soviétique a éclaté. Et de ce point de vue-là, vous avez d'une part l'Occident qui reproche à la Russie de vouloir reconstituer une sorte d'Union soviétique et de ne pas laisser les différentes provinces et pays indépendants, et d'autre part, les Russes qui disent que les troupes de l'OTAN où les Américains ont eu une influence assez forte n'ont cessé de se rapprocher des frontières de la Russie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, je voudrais revenir tous les deux sur ce que vous avez dit. En effet, la difficulté de discerner les lignes rouges aujourd'hui, jusqu'où peut-on aller, je dirais, alors que nous sommes avec un homme qui aujourd'hui nous provoque par la force. Et que c'est un peu une guerre de force, non seulement de propagande, comme tu as de souligner, Louis et autres, et toi aussi, Jean-Pierre, mais c'est aussi, on voit bien jusqu'où. Bon, et je pense que la situation, on va voir comment, ce qui est important, comment la situation va évoluer d'ici le 9 mai en particulier, qui est une date, me semble-t-il, pour M. Poutine extrêmement importante. Nous avons perdu notre ami Thierry de Lépine. Ah bon? Voilà. On a du mal à entendre. Ça va?
Oui. Ouais. Jusqu'où, M. Poutier, est-ce qu'il va s'arrêter au Donbass? Il est sûr qu'aujourd'hui, le Donbass, en tout cas, il va mettre toutes les forces possibles et inimaginables et les plus barbares qui soient, que sais-je, bon, voilà, pour arriver. Mais car il veut absolument pouvoir annoncer une victoire. Hein, c'est une date très importante pour lui. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi dans un processus, je dirais, de provocation et autres? Et jusqu'où M. Poutine ne peut pas nous pousser finalement, parce que s'il va plus loin que le Donbass, s'il revient maintenant à Kiev ou vers l'Est, ou essaie qui sera très difficile d'occuper tout le territoire, il peut le faire, mais il ne gagnera jamais la paix. À mon avis, c'est peut-être ça. Je dis, est-ce que nous ne sommes pas amenés, je dirais, car au fait, d'une manière ou d'une autre, en équipant nos Ukrainiens à juste titre, et le faisant plutôt avec masse et autres, M. Poutine n'est pas dupe. Si nous ne sommes pas belligérants, nous sommes quand même très associés à la guerre. Hein. Et donc, il teste, parce que lui-même ne s'est pas privé d'avoir aussi ses forces extérieures à la Russie. Je crois que l'Ukraine en a quelques-unes aussi, d'ailleurs. Hein, bon. Donc, on est vraiment là. Ce que nous dire aujourd'hui, voilà, jusqu'où aller dans les lignes rouges, mais on est sûr que le homme va essayer de nous pousser jusqu'au bout, peut-être aller même. Bah, est-ce qu'il sait très bien que s'il déclenchait la guerre nucléaire, c'est la fin de tout et autres, parce qu'il y aura la réponse et autres, mais est-ce que ce n'est pas plutôt voir détester notre faiblesse, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les mesures et les contraintes économiques qu'il prend, que nous avons pris et qui sont déjà très fortes. Hein. Donc, voilà, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une force d'opinion? Je dirais, alors, je crois que la guerre, aujourd'hui en Ukraine, va, malgré les embargos de M. Poutine, je dirais, sur une presse qui est complètement muselée, il y a quand même tous les réseaux sociaux. Est-ce que petit à petit, je dirais aujourd'hui, même à l'intérieur de la Russie, quels que soient les verrous qui sont donnés, il n'y a pas là aussi une chance aujourd'hui que les responsables politiques ne peuvent pas ne pas compter sur les réseaux sociaux? Jean-Pierre? Oui, non, mais il est certain qu'il va tester notre résistance jusqu'au bout. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui jusqu'où il ira en Ukraine, compte tenu quand même du renforcement important et de l'appui militaire important que nous apportons aux Ukrainiens avec nos amis américains et britanniques. Mais deuxièmement, ce qu'il faut bien considérer, c'est que nous aussi, nous avons des moyens de riposte importants, et il le sait, notamment sur le plan économique. Et par exemple, vous regardez une autre grande puissance qui est la Chine. Bon, il y a la Chine, elle, ce qu'elle va, elle essaye de voir comment, avant de se montrer davantage offensive dans le reste du monde, comment est-ce qu'elle pourra se protéger des sanctions économiques qui ne manqueront pas de tomber sur elle, et maintenant en cas de conflit, parce que ce qui est là très significatif, c'est que c'est quand même des sanctions économiques très fortes qui peuvent être prises sur les principales matières premières et autres produits. On l'a vu encore hier avec une banque française qui s'est retirée de la Russie. Que tout ça, on est prêt à des sacrifices importants. Enfin, Jean-Pierre, sûrement vous soulignez que la Chine aussi, aujourd'hui, est quand même impliquée dans un commerce international et autres. Ben oui. Par rapport à la Russie, même aussi par rapport à l'Europe, oui. Et qu'ils voient loin aussi quels sont leurs intérêts personnels, et qu'aujourd'hui, ils sont entre deux parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont une position de neutralité, mais on sent bien qu'ils sont assez gênés par cette guerre. Hein. Oui, on voit bien que je veux dire que de notre côté, bien qu'ils ne condamnent pas suffisamment la Russie, mais de l'autre côté, on voit bien qu'il n'y a pas une alliance sino-russe entre, je veux dire, la Russie orientale et la Chine, quoi, pour faire court dans l'histoire. Voilà.
Ça, sans vouloir rêver, Jean-Pierre, ça veut dire aussi aujourd'hui, on voit aussi les vues, en tout cas, de la Chine par rapport à Taïwan. Il ne faut pas penser que cette guerre aussi peut leur dire, au fond, comme les Chinois ont toujours travaillé avec le temps, le temps leur un peu, ils mettront peut-être un peu plus, ils seront peut-être un peu moins pressés aujourd'hui de s'engager, quoi qu'il arrive, c'est peut-être une vue de l'esprit, sachant que dans le temps, ils récupéreront sûrement un jour Taïwan. Mais peut-être aujourd'hui, le moment n'est pas venu, non? C'est certain. Ça, là, c'est une leçon qu'ils apprennent et tout. Et à la différence, c'est pour ça que j'ai parlé du caractère très dominateur et tyrannique de Poutine, qui tient vraiment, d'après ce qu'on m'explique, son système. En Chine, le chef de l'État et du parti, lui, aura un congrès important déjà aussi à surmonter à l'automne prochain et au mois de novembre. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, sur ce sujet-là de géopolitique, je crois que nous attendions de voir un petit peu comment la situation va évoluer. Elle va évoluer de manière sûrement assez tragique et dramatique pour l'Est de l'Ukraine. Là, on verra un peu mieux si M. Poutine veut aller plus loin, comment on peut accepter, comment les Ukrainiens, etc. Donc, attendons les prochaines semaines. Mais bien sûr, on peut être que quand même aux aguets et relativement inquiets. Mais voilà. Mais si vous voulez bien, on peut peut-être passer à la deuxième question. Oui, mais je voulais faire une réflexion quand même face au pasteur et à vous, mon père. C'est que vous aurez remarqué quand même que la religion et l'unité qui existe dans la religion orthodoxe est également mise à mal par cette guerre et par cette invasion, parce que là, c'est sous votre contrôle à tous les deux que je parle, mais enfin, à l'origine, quand même, l'Église orthodoxe, c'était l'Église de Kiev, c'était dans l'histoire ce qui est plus fort. Or là, tout ça est en train d'évoluer et voilà, c'est aussi important. C'est aussi important pour la religion orthodoxe. Voilà. On fait combien d'ailleurs pour M. Poutine, ça lui sert de paravent très fort. Ben voilà. Le soutien de l'orthodoxie. En fait, Kirill aujourd'hui est très très aussi contesté. Si je peux dire, c'est assez compliqué parce que dans l'orthodoxie, il y a aussi des enjeux politiques qui existent moins, en tout cas pour nous, en tout cas chez les protestants et les catholiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un catholique n'a pas l'impression de faire allégeance à l'Italie sous prétexte que le pape est installé à Rome. Et le problème, c'est que effectivement, l'orthodoxie est organisée en dépendance par rapport à des pays, et donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a à l'origine, je dirais, de fait, l'Ukraine effectivement faisait partie de la Russie, donc il n'y avait pas d'église tout à fait officielle. Et puis ensuite, l'Ukraine est devenue indépendante, donc elle a voulu elle-même, du coup, devenir une église orthodoxe indépendante. Mais alors, on a deux églises orthodoxes en Ukraine. Il y a celle qui fait allégeance à Moscou et celle qui fait allégeance à Constantinople. Donc, déjà, voilà. En Ukraine, on a deux églises. Et puis, il y a le patriarcat de Moscou qui, lui, est totalement dépendant du pouvoir. Parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine que les hauts dignitaires de l'église orthodoxe russe dépendants de Moscou ont évidemment affaire avec le pouvoir, ont peut-être même été nommés par le pouvoir, ou en tout cas ont peur du pouvoir, donc eux sont totalement dépendants de la Russie. Ensuite, ceux de Constantinople, évidemment, ils sont tout à fait contre. Et Poutine avait essayé de dire, voilà, un des arguments pour rassembler, pour récupérer l'Ukraine, c'est de réunifier, en fait, l'orthodoxie. Mais ça, c'est très mal parti, parce qu'en fait, maintenant, on a 3 églises orthodoxes au lieu de 2. Parce que du coup, la partie de l'église ukrainienne rattachée au patriarcat de Moscou, contrairement à ce qu'espérait Poutine, a pris parti contre l'invasion de la Russie. Voilà. Oui, c'est ce qui est assez étonnant. Et donc maintenant, en fait, on a 3 églises orthodoxes. Il y a celle vraiment de Moscou en Russie, qui est pour l'invasion, en disant nous, on aimerait bien récupérer tous les autres orthodoxes, ça nous arrangerait d'augmenter un petit peu le nombre de nos fidèles. Il y a l'église ukrainienne dépendante de Constantinople, qui, elle, est évidemment contre la Russie, qui même est très opposée, puisqu'elle a été créée un peu indépendamment de ça. Et puis, il y a l'église ukrainienne rattachée au patriarcat de Moscou, qui finalement se désolidarise de la Russie. Et donc, la situation devient totalement ingérable. Mais surtout, ce que je déplore là, c'est que l'église, au lieu d'être
un élément fédérateur ou un élément de paix devient un élément de plus de problème, je dirais. C'est-à-dire, et ça, c'est très touchant et je dirais, très bouleversant pour l'homme d'église que je suis, de voir que dans cette situation, les églises ont beaucoup de mal à arranger les choses et qu'au lieu d'être un facteur de paix et de concorde, finalement, elles contribuent au problème, soit parce qu'elles sont récupérées par le pouvoir, soit parce que finalement elles s'y opposent. Voilà. Donc malheureusement, j'ai l'impression que l'orthodoxie aujourd'hui n'a pas un rôle fondamentalement positif dans l'affaire, si ce n'est que toutes les églises, enfin en tout cas toutes les églises d'Ukraine dénoncent la violence, la situation de guerre et disent qu'il faut tout faire pour s'y opposer, mais la situation n'est pas simple, en tout cas par rapport aux églises. Et là, je le dis, pardon, je dis encore un mot là-dessus, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que une des grandes blessures, je dirais, des églises en général, c'est la difficulté avec laquelle les églises chrétiennes ont réagi par rapport au nazisme en 40, enfin en 39 en Allemagne. Alors le pape a réagi un peu, certains disent pas assez. Le Vatican a réagi contre le nazisme avant la guerre, mais ensuite il a eu parfois une attitude que certains ont jugée insuffisante. Quant aux églises protestantes officielles en Allemagne, la plus grande partie a embrayé sans aucun problème avec le pouvoir en 39 et simplement n'était absolument pas opposé au pouvoir d'Hitler. Alors il y a eu évidemment des théologiens qui se sont opposés à ça et qui se sont révoltés, qui ont quitté l'Allemagne, et certains jusque, effectivement, le Bonhoeffer, le célèbre théologien protestant qui a été tué par les nazis, qui a été mis en prison pour s'y être opposé. Mais beaucoup de grands théologiens se sont opposés au nazisme pendant la guerre, que ce soit Barth ou Paul Tillich ou d'autres encore. Mais en gros, quand même, l'église de base, l'église populaire, les bons pasteurs allemands de l'église luthérienne, enfin, ou de l'église évangélique luthérienne allemande, n'ont absolument rien vu venir et n'ont pas du tout dénoncé le nazisme. Et ça, pour moi, c'est vraiment un drame. C'est-à-dire, comment se fait-il que cette incapacité des églises à réagir au bon moment et de dire quelque chose de pertinent quand il se passe quelque chose, comment ça se fait? Voilà. Donc, et là, aujourd'hui, que les églises orthodoxes soient dans la grande difficulté pour réagir, alors qu'en est-il de l'église? Si elle n'est pas capable de réagir dans ce genre de circonstances, qu'en est-il? C'est-à-dire, je pense qu'elle trahit ou nous trahissons notre mission de prophète de dénoncer le mal. Absolument. Et d'être apporteur de paix. Tu as parfaitement raison. Moi, je suis bon. Hein. Oui. Non, mais c'est important ce que vous avez dit. Je suis. Oui, c'est très important en tout cas. Là, hein, exactement. De nous rappeler, un devoir de mémoire. Hein. Bon, pour avancer, mais puissions-nous retrouver cette force du prophétisme. Cette force du prophétisme, oui. Alors, comme j'ai dit, heureusement, il y en a qui l'ont eu. Alors, moi, ça me conforte dans la méfiance par rapport aux institutions. Et finalement, les réactions qu'il y a eu ont été des réactions souvent individuelles. Et heureusement qu'il y a des individus prophétiques. Et je dirais, l'orthodoxie, on dit toujours que c'est des églises autocéphales. Ce serait très bien qu'elles le soient vraiment. Leur problème, c'est que justement, elles veulent redevenir une institution, une institution avec un pouvoir centralisé. Et dès qu'une église prétend être une institution et avoir un pouvoir, elle se compromet. C'est ce que je disais aussi au début de notre entretien, c'est que l'église ne devrait pas se compromettre. Et elle devrait toujours rappeler des idéaux et finalement ne pas jouer le jeu de la politique. Je ne veux pas dire que le jeu de la politique est mauvais parce qu'il faut qu'il y en ait un, mais il reste forcément, j'allais dire, empreint du péché originel, c'est-à-dire de l'imperfection fondamentale de l'homme qui fait que le bien est toujours très compliqué à saisir et que toute décision est ambiguë et difficile. Merci beaucoup. Moi, il me vient simplement à l'esprit sur ce côté, cet appel prophétique qui est vraiment la mission que nous devrions incarner. Un texte de Kierkegaard commentant Isaïe 58. Il nous disait ceci, le texte nous dit, il est comme un miroir dans lequel nous pouvons découvrir les mouvements intérieurs qui nous habitent. Quels sont ces mouvements intérieurs qui nous habitent aujourd'hui? Est-ce que c'est des mouvements de vengeance, de haine, de destruction, ou au contraire de réconciliation, de reconnaissant la dignité de la vie de chacun d'entre nous? Voilà, bon, je trouve ce texte est assez interpellant, en particulier Isaïe 58, je trouve assez... Hein.
Bon, voilà. Et que je vais méditer en particulier pendant la semaine sainte, parce que je trouve que c'est un texte qui est tout à fait pour nous rappeler que vraiment, nous sommes précédés, si nous savons ouvrir notre cœur aux accablés, aux gens abîmés, détruits par la force, par toutes sortes de puissants, nous sommes tous précédés d'une bonté qui nous précède. Très bien. Merci. Alors, oui. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux de pouvoir, je pense que nous ne pouvons pas, non seulement au regard des dernières élections françaises, mais il y en a eu d'autres qui ont précédé, et par rapport aujourd'hui sur le problème, je dirais, le problème de l'abstention, du désintérêt, entre guillemets, je mets par rapport aux politiques, pour une part non négligeable. Est-ce que ce n'est pas la question aujourd'hui qui revient sans cesse aujourd'hui? Qu'y a-t-il derrière cela? Pourquoi cela est choquant? N'est-ce pas un manque flagrant par rapport au sens du bien commun? Moi, je pense au bien commun aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de nombrilistes, trop de nombrilistes, quant à soi, à la peur de manquer, qui l'emportent sur l'attention, l'accueil, la mobilisation et l'attention aux uns et aux autres. Donc moi, j'ai ce problème de l'abstention qui n'est pas simplement français, je crois, mais quand on voit que tant de peuples sont privés encore du droit de vote ou ce que ça a coûté au peuple de l'obtenir, bon, quand on voit que des peuples comme l'Ukraine aujourd'hui sont bafoués, que la démocratie et les lois sont bafouées, nous ne pouvons pas trouver, comment pouvons essayer de réveiller ceux qui vraiment aujourd'hui pour différentes raisons, je ne crois pas du tout valable finalement. Surtout quand on voit l'élection française, on avait 12 candidats, on peut dire qu'il y avait un éventail absolument assez extraordinaire et même très éparpillé. Donc, je crois qu'on est quelque part, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Pierre et Louis, mais quelque chose qui nous taraude. Et j'aimerais bien un petit peu aussi pour nous-mêmes et pour ceux qui nous écoutent, un peu avoir votre avis. Il est clair qu'il y a on le voit bien à travers l'abstention qui a été heureusement moins importante que ce que l'on pouvait craindre, mais on voit bien qu'il y a une augmentation effectivement de cette abstention ou de la non-participation aux élections. On voit aussi avec le scrutin qui a eu lieu dimanche, comme on l'a vu dans d'autres démocraties. Moi, je l'ai vécu au Royaume-Uni avec le Brexit ou dans d'autres démocraties d'Europe centrale. Je n'ai pas besoin de les nommer parce que je ne veux pas faire de peine à la Hongrie ou d'autres, mais enfin, vous voyez bien quand même qu'il y a véritablement des mouvements de colère ou de repli sur soi aussi qui sont en train de l'emporter par rapport à ce que vous dites, par rapport au bien commun. Et dimanche, vous avez vu très clairement que les intentions de vote se sont reportées sur, j'allais dire, un centre, et puis sur deux extrêmes, et tout cela a fait, bien sûr, près de 80% des suffrages qui se sont exprimés. Donc, je crois qu'il faut faire effectivement très attention à tout cela et alors là, à agir effectivement davantage sur ce qu'est le bien commun, qu'il y ait une meilleure compréhension et aussi une meilleure proximité à l'égard de nos semblables. Merci Jean-Pierre. Oui, je pense que tu as sûrement aussi... Oui, enfin, moi je n'ai pas la solution, mais j'observe une maladie fondamentale de notre société qui s'exprime par ça et qui s'est exprimée d'autre part par un certain nombre de gilets jaunes. Alors, moi, étant venu de la Grande Armée, plusieurs fois, l'avenue a été entièrement détruite, je dirais, par des gens qui réclamaient on ne sait pas quoi, d'ailleurs. Au début, c'était de la baisse sur l'essence, après, c'était plus d'argent, après, c'était moins de vaccins, après, enfin, bref. Et en fait, ce qui est absolument épouvantable, c'est en France, en tout cas, et peut-être aussi en Europe, c'est le développement de l'individualisme et non seulement de l'individualisme qui n'est même pas comme un plaisir de vivre tout seul et de l'individualisme où on regarde dans l'assiette du voisin parce qu'on pense que l'autre il a plus. Voilà. Donc c'est de l'individualisme et de la jalousie et ça c'est les deux poisons les plus effroyables de la société parce que une société fonctionne bien lorsqu'il y a un sens commun en fait, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble, de créer quelque chose ensemble et de former un peuple. Et là la France a une grande difficulté à obtenir ça. Alors on espérait que la démocratie le permette.
mais apparemment, on a l'impression là, même avec ce jeu des élections, que la démocratie, finalement, ne fait qu'exacerber la difficulté de vivre ensemble. Quand on voit des responsables politiques, et il y en a eu récemment, qui disaient si jamais Macron est élu, nous descendrons dans la rue. C'est un déni démocratique total, c'est-à-dire effectivement, si Macron est élu, il est élu démocratiquement et le but ce serait d'accepter et c'est pas ensuite d'aller faire la révolution parce que la démocratie a choisi quelqu'un. Et donc on est aujourd'hui dans un gros problème effectivement d'individualisme et malheureusement, alors je pense que est-ce que la faiblesse, je dirais aujourd'hui, de la place des églises dans la société, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les gens, le dimanche, ne vont plus à l'église, donc ils restent tout seuls dans leur coin, à faire leurs propres loisirs, leurs propres activités. Et il y a un isolement des gens qui est de plus en plus dramatique. Et de tous les âges, hein, c'est aussi bien des gens en force de l'âge que des personnes âgées que d'autres. Et cet isolement des gens font que chacun est chez soi et qu'une société ne peut pas vivre quand chacun est chez soi et chacun prétend être plus important que l'ensemble, que le reste de la société. Donc l'absence de solidarité est un très gros problème. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ça et qui peut apporter la préoccupation de l'autre, le sens de l'autre, l'attention à l'autre? C'est quelque chose qui me semble important. Et je ne sais pas. Et alors, quant à la guerre en Ukraine, c'est très étonnant parce qu'en fait, la seule chose qui déplaît enfin, la plupart des Français aujourd'hui, c'est la peur de recevoir une bombe atomique sur sa propre maison. Mais en fait, ils se fichent complètement que les Ukrainiens et les Russes se tapent dessus. C'est loin, on ne sait pas on voit pas trop la différence vu de chez nous. Et donc, finalement, ça dérange personne, en fait. Mais on se dit, on n'aimerait pas que la guerre vienne chez nous. Donc, en fait, on est encore dans une réaction par rapport à cette guerre qui n'est pas une révolte contre le mal en soi, contre la guerre en soi, contre l'injustice en soi, contre un peuple qui est bafoué, mais c'est juste une crainte, encore une fois, qui est totalement égoïste. Et ça, c'est évidemment très, très dangereux. Voilà, donc je le déplore et malheureusement, je n'ai pas trop la solution. Bon, moi, le dimanche, je prêche pour la solidarité, la fraternité et l'attention à l'autre. Et Thierry aussi, vous le faites, et tous les dimanches, il y a des pasteurs, des prêtres et des rabbins et des imams aussi d'ailleurs qui prêchent pour ça. Mais c'est le gros défi, je crois, de notre société d'arriver à reprendre cette idée de la solidarité. Oui, je suis entièrement d'accord avec Monsieur le pasteur et je pense que ce qu'il a dit est très très juste, c'est-à-dire que chacun maintenant vit pour lui ou auprès de lui et sans qu'il y ait de mouvements collectifs hors ce qui a été décrit, des mouvements de rue et tout cela. Et je crois que de ce point de vue-là, l'Église a un rôle important à jouer pour essayer de rassembler ou de rassembler ce qui apparaît comme des replis sur soi de plus en plus croissants. Deuxième point plus politique, c'est que la France va être une des rares démocraties occidentales à ne plus avoir, j'allais dire, de parti de gouvernement très très fort. Quand vous regardez l'évolution de la Ve République et que vous apercevez qu'il n'y ait plus ni, j'allais dire, parti conservateur moderne, ni sociodémocrate comme dans les autres grandes démocraties occidentales, et que dimanche dernier, à eux deux, ils n'ont même pas fait, j'allais dire, 8% des voix. Il y a quand même de quoi s'interroger. Là, hein. Voilà. Bon. C'est vrai. Bon. Bon, bah, c'est inquiétant. Oui, non, c'est inquiétant parce qu'on est aussi en France par rapport à d'autres, et le pasteur l'a dit, nous avons c'est vrai que nous défendons partout la démocratie, mais on la défend aussi avec des moyens qui sont parfois des manifestations de rue et tout, et donc les élections, comme elle a dit, la notion démocratique, elle n'est pas toujours dans ce pays, elle ne fait pas tout, quoi. Voilà. Pierre-Louis et Jean-Pierre demandent, moi, je suis d'accord avec le pasteur, je pense que je vois bien que nos églises se sont beaucoup désertifiées, hein, même dans nos villes, Paris, je le vois eux, je crois que la pandémie n'a fait qu'accentuer, je dirais, mais je me dis par contre, nos écoles,
je me demande si c'est une éducation civique au bien commun. Je me demande si là, la République, et nous avec, parce que nous sommes républicains et autres, nous ne devrions pas travailler sur les grandes valeurs fondamentales du service de l'autre, pour l'autre, et d'essayer de réveiller au moins dans la jeunesse, parce qu'il me semble que nous sommes très faibles à ce niveau-là. Depuis des années, nous avons un peu déserté toutes ces questions du bien commun. Alors, je ne sais pas, je pense que je ne dis pas que c'est la solution absolument à tout coup gagné, mais moi, pour recevoir un nombre de jeunes aujourd'hui et autres, je vois la difficulté qu'on a dans la catéchèse même des jeunes enfants, ce sens du bien commun, ce sens de l'attention à l'autre, de savoir dire bonjour en vous regardant, ça n'existe pas beaucoup. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation et de formation très fondamental à la base. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, aussi, mais voilà, je pense que là où nous sommes, mais pas avec les éducateurs d'ensemble, hein, je pense qu'il faut retravailler, je dirais, les générations qui arrivent, non le terreau. Hein. Oui. C'est un immense chantier. Certes. Bon, mais il faut le faire en matière d'éducation et de formation, c'est juste aussi. Voilà. Bon. Peut-être, chers amis, avant de remercier, je dirais, de cet entretien, j'ai des questions qui aujourd'hui et vraiment nous met dans une situation extrêmement complexe et autre, encore une fois, de rapport de force et autres, de garder la sagesse, mais la sagesse à la fois de pouvoir montrer que à la fois le mal doit être dénoncé, mais jusqu'où faut-il aller pour le vrai. Je pense que peut-être je pourrais peut-être voir si tel ou tel qui nous écoutent là ou qui ont suivi, je ne sais pas, qui voudrait poser une question. Mais s'il n'y en a pas, ils me les poseront en regardant l'enregistrement. C'est toujours compliqué les questions. Première. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, d'abord merci et bravo à vous deux. Ça montre bien, en tout cas, que vous avez su, je dirais, capter leur attention et leur intérêt, peut-être surtout leur besoin de réfléchir et de faire réfléchir autour d'eux. Voilà, donc je pense que c'était important que moi, je tenais beaucoup à ce que nous soyons tous les trois, mais en particulier, ce que j'appelle un peu des prophètes, hein, au sens très large du terme, hein, non seulement religieux, mais aussi sociétal et politique, à la fois de dénoncer le mal, hein, et pas simplement en idéologie, pas simplement, bien sûr, avec des idéaux, mais aussi en étant des acteurs sur le terrain, tous les terrains de notre société. Et donc, je vous remercie d'avoir bien accepté, je dirais, dans cette amitié qui nous unit et nous rassemble, porter une part de réflexion, je dirais, pour essayer de garder à la fois la sagesse sur ce qu'est la dignité de l'être humain, de dire que nous ne transigerons jusqu'où nous ne pouvons pas transiger. Voilà. J'ai une petite réflexion à vous proposer. Oui. Parce que vous disiez tout à l'heure, Thierry de Lépine, là, c'est que justement cette guerre nous fait voir le mal, la souffrance, enfin, j'allais dire presque le péché originel qui existe. Et je dirais qu'il y a deux écueils extrêmes qu'il faudrait éviter dans cette circonstance. Le premier, c'est de croire que le royaume de Dieu pourrait exister sur terre. C'est-à-dire que de toute façon, le monde est un mélange de bien et de mal. Donc de toute façon, il y a toujours eu, c'est ce que dit le Christ d'ailleurs dans l'Évangile, il dit, vous savez, il y a toujours eu des guerres et des bruits de guerre, donc vous faites pas de soucis, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et ça n'est pas la fin, dit-il, c'est pas la finalité, c'est-à-dire que c'est pas le sens de la vie. Et par conséquent, oui, il y a du mal dans le monde. Et l'idée de croire qu'on pourrait arriver dans un monde sans mal, c'est-à-dire sans guerre, sans souffrance, sans mort, sans maladie, est une absurdité totale. Donc oui, c'est vrai que là, la guerre de ce côté-là est douloureuse parce qu'elle nous fait voir très clairement le mal et la mort, mais en même temps, notre société a parfois eu tendance à vouloir faire comme si le mal n'existait plus. Donc la mort, on la met de côté. On veut surtout pas y penser et on veut pas que les gens meurent d'aucune manière. Donc, il faut surtout, le seul but, c'est de vivre physiquement. Et d'autre part, on voudrait croire que l'homme pourrait arriver par ses propres forces, je dirais une sorte de perfection morale, et que en fait
le progrès moral, le progrès politique pourrait en quelque sorte faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Donc je pense que c'est bien de se rappeler que ça n'est pas le cas et que le monde restera toujours imparfait. Et que par conséquent, si on veut chercher la perfection, si on veut trouver un Messie, ce ne sera ni Poutine, ni Biden, ni Macron, ni Le Pen, ni qui que ce soit. Aucun de ces responsables politiques ne sera jamais le Messie capable de nous donner la paix absolue, l'abondance totale pour tout le monde, la richesse pour chacun, etc. Et que par conséquent, si on cherche un accomplissement de quelque part, on ne peut que le chercher dans autre chose que dans une forme politique. Et donc la politique est toujours, je l'ai dit au début, mais je redis un peu à la fin maintenant, toujours dans l'ordre du moindre mal. On essaye d'arranger les choses au mieux. Je dirais le monde matériel, aussi bien pour la politique que pour même sa propre vie concrète, est toujours un gigantesque bricolage. On essaye de faire comme on peut pour faire le moins de mal possible et le plus de bien possible. Donc le premier écueil, c'est ça, ce serait de croire que le monde pourrait être le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas non plus tomber dans l'écueil inverse qui consisterait à dire donc le monde est le domaine du mal et il faudrait fuir le monde pour aller dans le spirituel qui serait le seul bien possible. Ça, c'est la tendance d'un certain nombre de sectes qui effectivement n'arrête pas de terroriser les gens sur le monde qui est dangereux, qui est mauvais, qui est égoïste, qui est plein de souffrances, plein d'impiété, plein de péchés, et qu'en fait il faut rester surtout entre soi, entre gens bien, entre gens qui croient, qui ont la foi, parce que là au seul on peut trouver le salut. Et ça c'est évidemment aussi une déformation grave, et l'Évangile n'a jamais invité à se retirer du monde, mais le Christ lui-même a joué le jeu du monde. Il l'a payé d'ailleurs par sa propre vie, et donc il a invité les fidèles à s'engager dans le monde, à prendre le risque du monde, à prendre le risque même de se salir les mains, je dirais, contrairement à Pilate qui se lave les mains, donc à prendre le risque de s'engager dans le monde. Donc voilà, je dirais moi ce que m'apprend la guerre, c'est à la fois un rappel qu'on avait un peu tendance à oublier que ce n'est pas ce monde matériel qui nous donnera le salut, et en même temps, en faisant attention de se dire, ne risquons pas à l'inverse, d'aller tomber dans un retrait total du monde, comme si le monde n'était que souffrance et mauvaises choses, et que si, comme tous les hommes politiques, c'était pourri et véreux et tout ça. Non, il y a dans le monde extrêmement plein de belles choses, et le monde, s'il y a du mal, il y a aussi plein de belles choses dans le monde. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Et je terminerai par quelque chose d'assez surprenant. C'est que ma propre mère, qui a 95 ans, a donc connu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et elle vit, toutes ses amies ont eu à peu près son âge, et elle m'a dit, je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde, elle m'a dit, en fait, c'est drôle parce que vous, les jeunes, vous êtes beaucoup plus angoissés par cette idée de la guerre que nous. Et je veux dire, mais comment ça se fait? Pourtant, vous avez connu la guerre, vous devriez au contraire en avoir en horreur. Il dit, ben oui, on l'a vécu, mais justement, on a vu qu'il y avait moyen de s'en sortir et qu'il y avait moyen de vivre heureux quand même, que la guerre n'était pas la fin de tout et qu'il y avait des tas d'issues et que nous avons tous vécu dans notre vie des choses merveilleuses et que par conséquent, c'est pas si grave que ça. Et donc, j'ai trouvé ça assez étonnant, cette espèce de recul finalement qu'elle avait par rapport à la situation de la part d'une génération de gens qui savent très bien ce que sont les horreurs de la guerre. Et j'ai trouvé qu'il y avait là une certaine sagesse qui consistait à avoir une réelle conscience du mal qu'il y a dans le monde, de la souffrance, de la mort et de tout ce que ça peut entraîner, et en même temps une sorte de mise en relief, de mise en distance des choses, en sachant que justement le monde lui-même n'est pas la source de tout bien. Voilà ma petite conclusion sur cette affaire. Permets-moi, je pense que Jean-Pierre est d'accord pour que nous arrêtions notre session sur… Ah, non, j'aurais voulu que Jean-Pierre ait le dernier mot, ce serait quand même, ce serait juste, parce que sur un sujet sur lequel je n'ai aucune compétence pour parler. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur le pasteur et avec Louis, c'est que effectivement, faut éviter à la fois de se désintéresser du monde et d'avoir des tempéraments de sectes justement uniquement spirituels, et de savoir que l'on essaye toujours dans le monde que je connais, et ça a été dit par monsieur le pasteur, c'est de l'ordre du moindre mal, et on le voit bien là. Mais enfin, il faut bien voir que pour notre génération, ce qui se passe actuellement en Europe et tout, à la fois
je veux dire, en ce qui concerne les différentes montées du populisme et bien sûr la guerre en Ukraine, que cela constitue quand même, par rapport à ce que nous avons connu en termes de valeurs et autres, une véritable rupture. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. À vous deux. Bonne fête de Pâques et à très bientôt pour une bonne réunion de convivialité. À très bientôt. Parfait. À très bientôt. Merci et bonne Pâques. Bonne Pâques, oui. Merci Louis, merci Jean-Pierre. Merci Brigitte. Merci. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Simplement, je crois qu'il y a des gens qui sont pas rentrés alors. Il y a plein de gens qui ont sonné, mais vous n'avez pas réussi à les faire rentrer. Mais moi, non, parce que mon écran a changé. Et donc, je crois que personne n'est rentré. Mais ils vont rentrer, ça va être hurlement. Et ben, je leur dis, ça sera enregistré, vous l'écouterez tranquillement. Et, là, j'ai pas osé, j'aurais dû changer quand même mon. Bon, Jean-Pierre, merci en tout cas. Merci. C'était un plaisir de te voir. Voilà, c'était un plaisir. Tu viens vraiment, J'espère que tu n'as pas eu honte de moi. Voilà. Oh, j'ai admiré ta sagesse et ta